Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers élèves dans une autre séance de sciences de la vie et de la Terre. J'espère que vous portez bien avec le confinement. C'est vrai, les conditions un peu c'est difficile, mais doivent être pour nous une motivation pour qu'on renforce nos efforts dans la préparation. Et dans ce cadre de la préparation à l'examen national, je vous propose une séance de correction de l'examen national de SVT de la section sciences expérimentales, option sciences physiques. Et comme vous le savez, l'examen comporte deux parties. Une partie consacrée à la restitution des connaissances, une partie consacrée au raisonnement scientifique et communication écrite et graphique notée sur 15 points, la première partie sur 5 points. Et on commence par la première partie, la restitution de connaissances. Notez bien l'examen national de 2018, session de rattrapage. En entamant maintenant la première partie, donc notez bien cette partie, voilà les questions de cette partie. Il porte évidemment sur l'unité de la nature de l'information génétique et mécanisme de son expression, transmission de l'information génétique à travers la reproduction sexuelle. Et on commence par la première question. Qu'est-ce qu'il dit la question? Ici, définissez les notions suivantes, allèle, mutation. En réponse, donc voilà pour répondre à cette question, notez bien, les définitions, c'est en une phrase. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est on décrit le phénomène ou s'il s'agit d'une structure, par exemple. Ici, l'allèle, vous vous rappelez bien, on a vu ça lorsque vous avez entamé la notion du gène lors de l'expérience des chercheurs coulés, la résistance et la sensibilité de la bactérie vis-à-vis de la streptomycine. C'était la première occasion pour découvrir cette notion. Donc, dans la définition, en se référant au cours. L'allèle, c'est une version de gène, l'une des versions de gène. Et il est constitué de quoi, bien évidemment? Il est constitué d'une séquence nucléotique qui représente l'une des formes ou des versions que peut avoir un gène. Maintenant, passons à la notion de mutation. C'est quoi une mutation? C'est une modification aléatoire de la séquence de la molécule d'ADN qui peut toucher un ou plusieurs nucléotides, sans entrer dans les types de mutation ou l'effet de mutation. Donc, on peut dire qu'il peut modifier le caractère et on concentre ici. Donc, c'est quoi cette mutation? C'est un changement brusque au niveau de l'ADN, au niveau des nucléotides. Maintenant, on passe à la deuxième question. Qu'est-ce qu'elle dit la question? Les caractéristiques des chromosomes, forme et disposition changent selon les phases de la mitose et de la méiose. Ce qui est demandé, citer deux de ces caractéristiques pour chacune des deux phases suivantes. A, l'anaphase 1 de la méiose et B, l'anaphase de la mitose. Et en se rappelant ici, ça, lorsque vous avez parlé de la transmission de l'information génétique. Le cas de la mitose, comme une division qui permet la transmission conforme de l'information génétique en gardant la formule chromosomique qui se déroule en 4 étapes, alors que la méiose se fait en 2 divisions successives, à savoir la division réductionnelle qui permet la réduction du nombre de chromosomes de 2n à n et équationnelle, et l'ensemble, c'est en 8 phases. Notons ça, donc pour répondre, donc en se référant au schéma ici, on peut schématiser, si on oublie que se passe-t-il, donc on peut schématiser dans la feuille de brouillon. Regardons ici, lors de l'anaphase, la séparation se fait des chromosomes et pas de chromatides. Notons ici qu'il y a 2 chromosomes de chaque côté qui migrent vers les 2 pôles de la cellule. Est-ce qu'il y a clivage de centromère? Non, bien évidemment. Donc, on note que chaque chromosome est composé de 2 chromatides. Et on note au cours de l'anaphase 1 de la méiose, chromosome à 2 chromatides. Et deuxièmement, séparation des chromosomes homologues sans clivage
du centromère, ce qui permet la répartition des chromosomes en deux lots et la séparation des chromosomes homologues, c'est-à-dire on passe de la diploïdée à la ploïdée. Donc il n'y a pas de chromosomes homologues, donc les deux chromosomes ont été séparés. Après, maintenant, on passe à l'anaphase de la mitose, en se référant toujours au cours, en se rappelant du schéma de la division. Notons bien une cellule lors de la phase de l'anaphase. Les chromosomes ici, est-ce qu'il y a des chromosomes en entier? Bien évidemment, il y a seulement des chromatides, c'est-à-dire que le centromère a subi un clivage. On note un clivage et on note que les chromosomes sont formés seulement d'un seul chromatide. On note au cours de l'anaphase de la mitose, chromosome à un seul chromatide. Deuxièmement, on tire aussi clivage du centromère et séparation des chromatides qui migrent vers l'épaule de la cellule. On continue. La question suivante, qu'est-ce qu'il dit? Lisons ensemble. Les figures ci-dessus présentent trois étapes d'un phénomène biologique en relation avec l'expression de l'information génétique. Notez bien, des phénomènes biologiques en relation avec quoi? Avec l'expression de l'information génétique. Là, je rappelle, en se rappelant bien que se passe-t-il lors de l'expression génétique. Il y a deux phases, il y a deux étapes. Il y a la transcription qui se déroule dans le noyau, permet le passage de l'ADN à l'ARN messager, une copie du gène, et puis deuxième étape qui se déroule dans le cytoplasme, qui correspond au passage de l'ARN messager à la protéine. C'est ce qu'on appelle la traduction. De quel phénomène parle ici l'exercice? Notons, on continue. Ce qui est demandé ici, donner le nom du phénomène présenté par les trois étapes et aussi le nom de chacune des étapes 1, 2 et 3. S'il vous plaît, il faut bien lire, s'il vous plaît, attentivement la question. Ici, c'est donner quoi? Le nom du phénomène, à la fois, premièrement, et aussi le nom de chaque étape, de chacune des étapes 1, 2 et 3. C'est quoi ces étapes? Voilà le premier schéma, l'étape 1. Que voyez-vous? Ça vous rappelle quelque chose? Donc, il faut bien voir la structure, ce qui est présenté. Ça ressemble à quoi? C'est la grosse unité, la grosse unité, la petite sous-unité, voilà, ce sont les grandes. Et ça, c'est l'ARN messager. Ici, c'est l'ARN transfert qui permet de transporter les acides aminés correspondant à un anticodon ici, qui correspondent avec le codon qui existe sur l'ARN messager. Et bien évidemment, regardons site P, site A, peptide ici. Donc, le recrutement, la liaison de première molécule d'ARN T, deuxième molécule, et ainsi de suite. Donc voilà, ici, ce sont des acides aminés qui se forment. La première acide aminé, la méthionine, après phénylalanine, proline, glycine, lysine, arginine. C'est la première étape. Deuxième étape, donc il y a passage toujours, un glissement des sous-unités à travers l'ARN messager, la deuxième, donc suivi, et on note il y a l'allongement de quoi? De la protéine qui se forme, le peptide qui se forme. L'étape 3, on note que les sous-unités, toujours continuer son déplacement à travers l'ARN messager, il arrive à un codon CUAG qui correspond à un codon stop, et puis la séparation des deux, la grosse unité, la grande sous-unité et la petite sous-unité. Bien évidemment, il s'agit de quoi? Donc on passe de l'ARN messager à la protéine. Notons ici, on a seulement symbolisé ça par des cercles de 1 à 6 qui sont des acides aminés. Et le passage de l'ARN messager à la protéine, bien évidemment, il s'agit de la traduction. Donc je note que le phénomène ici, c'est la traduction. Et première étape, c'est quoi? C'est le début de ce phénomène, c'est l'initiation. Deuxième étape, bien évidemment, c'est l'élongation de la forme de peptide qui s'allonge. Et puis, la troisième étape, on arrive à la fin de ce phénomène, c'est la terminaison. On note
il s'agit de phénomènes de traduction. La première étape, c'est l'initiation. La deuxième étape, c'est l'élongation. Et la troisième étape, c'est la terminaison qui se fait par l'arrivée des sous-unités à un codon stop que vous rappelez UAA, UAG, UGA. Maintenant, ensuite, donc on passe à la question suivante. Qu'est-ce qui est demandé? Lisons ensemble pour chacune des données numérotées de 1 à 4. Il y a une seule suggestion correcte. Notez, c'est important ce qui est demandé. Une seule proposition qui est correcte. Recopiez sur votre feuille de production les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Donc, notez ici 1, virgule, des points pour noter la lettre ici, 2, des points pour noter aussi, 3, 4. Donc, il faut bien respecter la consigne, s'il vous plaît, pour avoir la note. Il faut toujours imaginer au correcteur qu'est-ce qu'il va faire, comment il va se comporter avec votre copie, c'est important. Il faut bien respecter la consigne. Ce qui est demandé, recopier les réponses, donc 1, 2, 3 et 4, et mettez la lettre correspondante qui correspond à la correction, à la proposition correcte. Notons ici qu'il y a 4 questions, donc de 1 à 4. Donc, on va commencer par la première question 1. Le brassage interchromosomique lors de la méiose résulte de la répartition indépendante et aléatoire. Il faut bien lire la question, c'est important. Le brassage interchromosomique lors de la méiose résulte de la répartition indépendante et aléatoire. Donc, A. Des chromosomes homologues pendant l'anaphase 1. Est-ce que c'est A, des chromosomes homologues pendant l'anaphase 1? Donc, c'est un brassage interchromosomique. Et vous rappelez que la méiose se caractérise par des phénomènes de brassage qui permettent la diversité de l'information génétique et des recombinaisons, des nouveaux recombinés. Donc, le brassage interchromosomique qui résulte de la séparation anarchique aléatoire des chromosomes, lors de l'anaphase, évidemment, c'est l'anaphase 1. Donc, c'est la première proposition. On confirme qu'il y a seulement une seule proposition en lisant les autres propositions pour les éliminer, pour s'assurer qu'il y ait seulement que c'est la première proposition qui est la seule qui est juste. Je passe à la deuxième proposition B, des chromosomes homologues pendant l'anaphase 2. L'anaphase 2, normalement, tous les chromosomes se disposent dans la plaque équatoriale, il y a clivage des centromères, donc il n'y a pas cette répartition aléatoire. Et donc la proposition elle est fausse. Je passe à la troisième proposition, des chromatides pendant l'anaphase 1. Mais normalement, on a déjà répondu à cette question. Est-ce qu'à l'anaphase 1, il y a des chromatides? Non. Il y a seulement des chromosomes en entier. Et donc, la proposition, elle est fausse. Je passe à la quatrième proposition D, des chromatides pendant l'anaphase 2. Pour l'anaphase 2, donc il n'y a pas de répartition parce que les chromosomes sont formés de 2 chromatides qui sont identiques. Donc, il n'y a pas de répartition donc il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de brassage. Et donc, la seule proposition qui est correcte, c'est A, des chromosomes homologues pendant l'anaphase 1. Et notez, pour répondre à la question, je dois noter et je dois mettre devant le chiffre 1, ici je mets A, la lettre A comme réponse à la question 1. Maintenant, on passe à la deuxième question. Lisons maintenant. Durant la métaphase de la mitose, chaque chromosome est formé de quoi? Il est formé d'une seule chromatide constituée de 2 brins d'ADN, d'une seule chromatide constituée de 2 brins d'ADN. Quand on parle ici de métaphase, on a des chromosomes en entier. Est-ce qu'il y aura un seul chromatide? Non. Donc, chromosome en entier. Donc, on élimine cette proposition. B, de 2 chromatides constituées chacune d'un brin d'ADN. Est-ce que c'est juste? De 2 chromatides constituées chacune
d'un brin d'ADN. Donc, bien évidemment, ici, donc, on peut dire que normalement, il y a 2 chromatides, mais chacune, il y a 2 brins d'ADN et pas seulement un brin d'ADN. Donc, il est fausse. Je passe à la troisième, C. De 2 chromatides constituent chacune de 2 brins d'ADN. Notez bien ça lorsqu'on a parlé de la duplication de l'ADN dans chaque chromatide. Donc, il y a un brin d'ADN et se forme le complémentaire de ce brin, c'est-à-dire il y a 2 brins pour chaque chromatide. Et donc, il est correct. On maintient la proposition C et on passe à la proposition D pour s'assurer que seulement c'est C qui est correct. Passons maintenant à D de 2 chromatides, l'une constitue d'un seul brin d'ADN et l'autre de 2 brins d'ADN. Non, normalement, les chromatides sont symétriques, ne sont pas identiques par rapport dans chaque chromosome et donc la proposition D elle est fausse. Et donc, ce qui est correct, c'est 2 chromatides constituent chacune de 2 brins d'ADN. Et je note comme réponse, c'est C. Maintenant, on passe à la question suivante. Troisièmement, lisons ensemble, chers élèves. Dans le cas, il faut bien lire la question, dans le cas du monohybridisme, c'est-à-dire la transmission d'un seul gène ou d'un caractère ou 2 allèles en même temps, le croisement entre un individu homozygote récessif et un individu hétérozygote, qu'est-ce qu'il donne? Le croisement entre un individu homozygote récessif et un individu hétérozygote donne A, 25% d'un phénotype récessif et 75% de phénotype dominant. Est-ce qu'il s'agit de ce cas? Normalement, dans quel cas on obtient ces résultats 25-75? Normalement, lorsqu'on croise les hybrides entre eux, hétérozygote avec un hétérozygote. Chacun donne 2 allèles, 2 types de gamètes, et on fait un échiquier de croisement et on trouve 1/4, 3/4. Donc la proposition A, bien évidemment, elle est fausse. Je passe à B. Qu'est-ce qu'il y a ici? 75% de phénotype récessif et 25% de phénotype dominant. Et bien évidemment, c'est contradictoire. Jamais qu'on trouve 75 pour le récessif. Et donc, la proposition, elle est fausse. Je passe à la troisième proposition. Je lis attentivement cette proposition. 25% de phénotype récessif, 50% de phénotype intermédiaire, 25% de phénotype dominant. Normalement, pour avoir ici donc 25%, on a ici 50% de l'hétérozygote, 25% et 25%. Est-ce qu'il s'agit de cas? Normalement, il y a ici l'individu homozygote récessif va donner un seul type de gamète et l'individu hétérozygote va donner 2 gamètes. Et donc, on obtient normalement 2 phénotypes, un phénotype récessif et un phénotype dominant de même proportion. Ce sont les proportions de l'hétérozygote, des gamètes de l'hétérozygote. Et donc, ici, c'est fausse. Normalement, ce n'est pas ce cas. Pour avoir ce cas, il faut qu'il y ait 2 hétérozygotes qui ont été croisés. Donc, C, il est fausse. Il nous reste D, 50% des phénotypes récessifs et 50% de phénotypes dominants. Et voilà, c'est la bonne proposition. Et je mets la lettre D devant 3. Voilà, je note la réponse. C'est D. Maintenant, on passe à la dernière question. Lisons maintenant 4. Au cours de la réplication de l'ADN, que se passe-t-il? A. La double hélice parentale reste intacte et une deuxième copie entièrement nouvelle est synthétisée. Est-ce que c'est juste? Normalement, qu'est-ce qu'on a dit lors de la duplication? Il faut toujours se référer au cours. En revenant sur le cours, qu'est-ce qu'on a vu lors de la duplication? Ce qu'il y a séparation de double brin, et puis chaque brin parental sert de modèle pour la constitution de nouvelles ou de nouveaux brins. Et donc, la première proposition, bien évidemment, elle est fausse. Je passe à la deuxième proposition. Chaque brin des 2 molécules d'ADN formées contient des fragments anciens et des fragments nouvellement synthétisés.
Chaque brin des 2 molécules d'ADN formées contient des fragments anciens et des fragments nouvelles synthétisés. Et donc, est-ce que c'est juste? Eh bien, évidemment, non, parce qu'on se forme par brin. Un brin parental et un brin. On ne trouve pas au sein du brin des fragments. Donc, c'est fausse normalement. On se rappelle que la duplication est semi-conservative. Ça veut dire semi-conservative, un brin ancien et un nouveau brin. Et donc, bien évidemment, la proposition B, elle est fausse. Je passe à la proposition C. Lisons la proposition. Qu'est-ce qu'il dit? Les 2 brins de la double hélice parentale se séparent et chacun d'eux sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. Voilà, c'est ce qu'on a déjà dit concernant la duplication, et donc c'est une bonne proposition. Je garde cette proposition, je passe à la dernière proposition pour s'assurer que c'est la seule proposition qui est juste. Lisons D, la double hélice parentale ne sert pas à la synthèse des 10 nouvelles coupées d'ADN. Donc c'est fausse, normalement, la double hélice, chaque brin sert à la synthèse d'un nouveau brin, et donc la proposition D est fausse, et la seule proposition qui est juste, c'est C, soulignant, ça c'est important, donc c'est C et qui est juste, et je mets la lettre C devant 4. Voilà, c'est la bonne réponse. On a répondu à toutes les questions concernant la première partie de la restitution des connaissances. Chers élèves, notez bien ça, donc il faut toujours se référer au cours pour répondre. Ne cherchez pas la réponse ailleurs. Chez vos collègues, toutes les réponses sont là, donc il faut juste les mobiliser, les utiliser. Maintenant, on passe à la deuxième partie concernant la restitution, le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Alors, cette partie comprend 3 exercices. Exercice 1 noté sur 5 points, deuxième exercice sur 5 points et troisième exercice sur 5 points. Je vous rappelle, toujours on travaille sur l'examen national de 2018, session de rattrapage. Donc, on commence par la première partie, donc la deuxième partie, donc le premier exercice. Donc, notez bien ici donc, cet exercice qui comprend des questions, donc il porte sur la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. C'est l'exercice. Donc, on jette un coup d'œil. Donc, on voit les questions, ce qui est posé. On passe à la deuxième. Donc, deuxième exercice, c'est un exercice qui porte sur la partie ou l'unité de l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Et troisième exercice, c'est portant sur les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes. Maintenant, on va commencer par premier exercice pour cette séance. Donc, l'exercice 1, notez bien, donc, toujours au début, donc, il y a un énoncé qui est important, qui souligne le problème ou la problématique traitée dans l'exercice. Donc, on lit « Le vieillissement de la population est un phénomène universel dû à l'amélioration des conditions de vie. Cependant, l'avancée en âge s'accompagne d'une diminution de la masse et de la fonction des muscles, qui peut être liée à une maladie appelée sarcopénie. » Notez bien, une maladie appelée sarcopénie liée à une diminution de la masse et une diminution de la fonction des muscles. Pour déterminer les causes responsables de la sarcopénie évolutive avec l'âge, qu'est-ce qu'on propose? Les données suivantes. Voilà, notez bien, s'il vous plaît, ici, c'est quoi l'objectif? C'est déterminer les causes responsables de la sarcopénie évolutive avec l'âge, en relation avec l'âge, lié à la diminution de la fonction des muscles. Donc, on propose des documents, bien évidemment. Donc, notez ici le premier document, présente des résultats de mesure de certaines caractéristiques du muscle squelettique strié en fonction de l'âge. La première question, on veut, basant sur le document 1, décrire les variations subies par le muscle squelettique strié en fonction de l'âge.
Qu'est-ce qui est demandé ici? Il y a pas mal de mots, des termes qui peuvent un peu nous inquiéter, mais il ne faut pas s'inquiéter, s'il vous plaît. Donc, il faut se concentrer sur ce qui est demandé. Notez bien que la partie de raisonnement scientifique se base sur des capacités. La description, la comparaison, l'interprétation, la déduction, toujours pour répondre au problème déjà, pour trouver la solution à un problème déjà cité dans l'énoncé. Donc, on commence par la première question. Qu'est-ce qu'il dit la question? En vous basant sur le document 1. Donc, nous devons se baser sur le premier document. Et ce qui est demandé, c'est une description des variations subies par le muscle squelettique strié en fonction de l'âge. Notez bien, donc décrivez le verbe ici en gras, c'est important. Je dois savoir ce qui est demandé. Donc, ce qui est demandé, c'est une description. Donc, je dois transformer les informations incluses dans un graphe en des phrases. C'est important, c'est comme si on a à côté de nous un aveugle et qui ne voit pas le graphe et on va essayer de le transmettre ce qui est dans ce graphe, où il va tracer ce graphe. Donc, revenons. Donc, comment peut-on répondre? Donc, je vois ici, je commence par le graphe ici qui représente l'intensité. Donc, je dois bien lire c'est quoi un graphe. Donc, un axe des ordonnées, un axe des abscisses. Un axe des ordonnées qui est gradué ici, qui porte le titre, c'est l'intensité de contraction en nanomètres en fonction de l'âge. Qu'est-ce que vous observez ici? Donc, les valeurs, elles diminuent l'intensité de contraction. Donc, si je veux décrire le graphe, je dois dire ici que l'intensité de contraction diminue d'une valeur de combien je fais la projection, à peu près de 140, diminue jusqu'à une valeur de quoi? De 40 nanomètres. Donc, l'intensité de contraction diminue avec l'augmentation de l'âge de 140 nanomètres à 40 nanomètres. Aussi, le graphe à côté, qu'est-ce qu'il représente? Bien évidemment, je lis ce qui est dans les axes. Donc, j'utilise toutes les informations. Capacité aérobie. Et notez ici une remarque, c'est quoi la capacité aérobie? Il faut se profiter des informations présentées dans les documents. C'est important. Pour réussir et pour répondre correctement à la question, il faut utiliser toutes les informations proposées dans les documents. Notez bien une remarque. Je dois lire la remarque. La capacité aérobie désigne la capacité métabolique des mitochondries à oxyder les glucides et produire de l'ATP. Donc, la capacité aérobie qui désigne la capacité des mitochondries à l'oxydation des glucides et aussi pour la production de l'ATP. Que se passe-t-il concernant la capacité aérobie avec l'âge? On voit clairement qu'elle diminue. De quelle valeur? De 3 quoi? Il faut toujours noter, lier les valeurs avec les unités, c'est important. 3 litres par minute et qui diminue progressivement jusqu'à une valeur à peu près de 1,5 quoi litres par minute. Et on essaie de formuler des phrases pour exprimer ces variations, c'est important. Dans les deux graphes, on note qu'il y a une diminution, c'est important, une diminution de l'intensité de contraction et de la capacité aérobie. Et voilà, qu'est-ce qu'on note pour répondre? Les variations ayant subi le muscle squelettique strié en fonction de l'âge, diminution progressive de l'intensité de la contraction musculaire avec l'âge, de 140 nanomètres à 40 nanomètres, et puis diminution progressive de la capacité aérobie avec l'âge de 3 litres par minute à 1,5 litres par minute. Ça, on arrive à répondre à la question. Donc, on formule des phrases pour exprimer ces variations. Donc, les variations ayant subi ou subies par le muscle squelettique, c'est la diminution de l'intensité de contraction et de la capacité aérobie. On continue toujours dans l'exercice 2.1. Pour expliquer ces variations, on commence par, pour expliquer ces variations, on suggère les deux hypothèses suivantes. L'hypothèse 1, la variation de l'intensité de la contraction musculaire est liée à un faible pourcentage des fibres musculaires de type 2.
par rapport au pourcentage des fibres de type 1. Donc, en se référant aux éléments qui constituent le muscle. La variation de l'intensité de la contraction musculaire, il y a un faible pourcentage des fibres musculaires de type 2 par rapport au pourcentage des fibres de type 1. Qu'est-ce qu'il dit la deuxième hypothèse? La variation de la capacité aérobie est due à la diminution du nombre de mitochondries. Est-ce qu'il est lié au nombre de mitochondries ou il est lié au nombre de fibres musculaires? Pour confirmer ou refuter ces hypothèses, ils nous ont donné, on a donné ici donc 2 documents. Donc pour vérifier ces 2 hypothèses, on a ici 2 documents. Premier document, comparaison, donc ici le pourcentage des fibres de type 1 et de type 2 chez les individus sains et chez un individu malade. Chez un individu sain et chez un individu malade, et en comparant les 2 types de fibres. Et à côté, le document 3 présente les types de fibres et les caractéristiques concernant l'intensité de contraction. Donc, le fibre de type 2, la contraction elle est plus élevée par rapport au type 1. Résistance à la fatigue, elle est élevée dans le type fibre 1 par rapport aux fibres de type 2, et le nombre de mitochondries qui est élevé dans les fibres de type 1 par rapport aux fibres de type 2. Et la question, en vous basant sur les documents 2 et 3, vérifiez les 2 hypothèses, justifiez votre réponse. Pour répondre à cette question, notez bien, cette question, qu'est-ce qu'elle nous demande? C'est de vérifier les hypothèses et justifier votre réponse. Notez bien, qu'est-ce qui est demandé? C'est vérifier en justifiant notre réponse. Revenons sur les 2 hypothèses. L'hypothèse 1, la variation de l'intensité de la contraction est liée à un faible pourcentage des fibres musculaires. Alors que la deuxième hypothèse, elle lie la variation de la capacité aérobie au nombre de mitochondries qui diminue. En commençant par ce document, voyez-vous ici, chez l'individu sain, on voit que les fibres de type 2 sont très élevées, alors que chez un individu malade de sarcopénie, le nombre de fibres de type 2 il est faible par rapport au nombre de type 1. Ça signifie quoi? Que cette maladie il est liée au nombre de fibres. Donc, on va commencer ici pour vérification. D'après le document 2, par rapport à l'individu normal, on constate qu'il y a une augmentation, donc un nombre élevé de fibres de type 1 et diminution de pourcentage des fibres de type 2 chez la malade. Donc, une personne malade, le nombre de fibres de type 2, elle est faible. Ça veut dire quoi? Et aussi le document 3, les fibres de type 1 sont caractérisées par faible intensité de contraction. Et donc, cette faiblesse dans la contraction elle est liée au nombre de fibres de type 2 qui est faible chez les personnes, chez l'individu malade. Et donc, quelle est la première hypothèse? Il est confirmé. Donc, ce qui on note, ce qui confirme l'hypothèse 1. Maintenant, pour l'hypothèse 2, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, est-ce qu'il est lié à la diminution du nombre de mitochondries? Normalement, le malade a un pourcentage élevé de fibres de type 1, qui est plus élevé. Ce type 1 qui est caractérisé par un nombre élevé de mitochondries. Et même avec ce nombre, donc on note qu'il y a un problème qui subsiste de sarcopénie. Et donc, est-ce qu'il est lié au nombre de mitochondries? Non. Et donc, l'hypothèse, il est réfutée. On note que l'hypothèse 2 est réfutée pour expliquer cette maladie. On continue. Pour expliquer les causes des variations de la capacité aérobie chez les malades de sarcopénie, des mesures de l'activité enzymatique du cytochrome C-oxydase et du citrate synthase ont été effectuées au niveau du muscle squelettique strié. En fonction de l'âge, le document 4 présente les résultats obtenus et le document 5 que vous voyez ici, figure A et figure B, illustre les sites d'action des 2 enzymes. Donc, on veut chercher quelle est la cause de cette maladie de sarcopénie. Et voyez-vous la démarche scientifique, ce qui est demandé. La capacité, donc, il faut chercher l'information en exploitant les documents.
Donc, il faut toujours imaginer vous comme si vous êtes des chercheurs et que vous êtes appelés de trouver la solution. Donc, il y a une démarche. Donc, il faut toujours se référer au document et on se réfère. Le cours, c'est juste là, nos idées pour trouver la solution. Donc, la troisième question, à partir des documents 4 et 5, est de vos connaissances. Et voilà, nos connaissances sont... Donc, on a besoin de nos connaissances pour expliquer la diminution de la production d'ATP chez l'individu atteint de sarcopénie. Donc, pour répondre à cette question, voilà, notez bien, on veut expliquer la diminution de la production d'ATP chez l'individu atteint de sarcopénie. Commençons dans un premier temps par le document 4. Qu'est-ce qu'il montre le document 4? Que se passe-t-il avec l'âge? Bien évidemment, je dois lire. Ici, on a l'activité enzymatique oxydative. De quoi? De ce qui est très contenu, cytochrome C oxydase. Ce qui est très entiré ici, citrate synthase. Et je lis seulement les informations. Qu'est-ce que je peux dire concernant ça? C'est que l'activité enzymatique de cytochrome C oxydase diminue avec l'augmentation de l'âge, tout simplement. Aussi pour la citrate synthase, l'activité enzymatique de la citrate synthase diminue aussi avec l'augmentation de l'âge. Et je note, document 4, avec l'augmentation de l'âge, l'activité enzymatique de cytochrome C oxydase et de la citrate synthase diminue progressivement. Passons maintenant au document 5. Qu'est-ce que vous voyez dans le document 5? Il est composé de deux figures. On veut savoir quel est l'effet, l'influence de ces deux enzymes. Pour savoir l'effet et l'influence de cette diminution, il faut dans un premier temps à quel niveau agissent ces molécules, ces deux enzymes. Pour cytochrome, ici, regardons, citrate, ici 1. 1, c'est site d'action de la citrate synthase. Donc, il intervient dans la réaction, ici, qui permet la transformation de l'acétyl-CoA en citrate, c'est-à-dire son association avec l'oxaloacétate pour donner le citrate. Donc, imaginons qu'il y a absence de cette enzyme. Donc, il y aura rupture, donc arrêt de ce cycle. C'est le cycle de quoi? C'est le cycle de Krebs au niveau de la matrice mitochondriale. Maintenant, passons à la figure B. Qu'est-ce qu'elle montre? Oui, ça nous rappelle, c'est la membrane interne, c'est la chaîne oxydative, donc c'est la chaîne oxydative, et on voit clairement que ici, le site d'action de cytochrome C oxydase, c'est à ce niveau-là. Donc, l'enzyme qui permet l'oxydation de cytochrome C. Donc, une fois, supposons qu'il y a un problème au niveau de cette enzyme, il y aura arrêt de transfert des électrons à travers la chaîne à travers la membrane interne mitochondriale. Et donc, on note que la citrate synthase agit au niveau du cycle de Krebs en transformant l'acétyl-CoA en citrate et le cytochrome C oxydase intervient dans le transfert des électrons à travers le cytochrome C de la chaîne respiratoire. Et comment peut-on utiliser ces informations? Disons que la diminution de l'activité enzymatique de la citrate synthase et du cytochrome C oxydase, qu'est-ce qu'elle provoque? Un dysfonctionnement de la chaîne respiratoire, ce qui explique la diminution de la production d'ATP qui va diminuer. Parce que vu l'arrêt ici du transfert d'électrons, donc il n'y aura pas d'un gradient donc il n'y a pas d'accepteur final, arrêt de translocation des protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire, pas de retour d'H+, pas de formation d'ATP, aussi ici la formation des transporteurs d'électrons et de protons, et donc ce qui explique la diminution de la production de l'ATP au niveau des muscles squelettiques striés chez les malades de sarcopénie. On continue toujours dans l'exercice pour traiter la sarcopénie. Les kinésithérapeutes, donc qui traitent donc ici au niveau du problème du muscle, utilisent un programme adéquat d'activité physique, le sport. Pour déterminer l'effet de l'activité physique sur la fonction des mitochondries, on propose le document 4 qui présente l'activité de la citrate synthase et le taux d'oxydation des métabolites par le cycle de Krebs chez des personnes qui pratiquent de l'activité physique et des personnes qui ne pratiquent pas l'activité physique. On nous demande
À partir de votre réponse de la question, à la question 3 et de document 6, déterminez le rôle de l'activité physique dans le traitement médical de la sarcopénie. Donc, pour répondre à cette question, donc notez ici, déterminer le rôle de l'activité physique. En revenant sur le graphe, qu'est-ce qu'il donne? Une comparaison chez les personnes qui ne pratiquent pas, ici, avec les personnes qui pratiquent l'activité physique en unité arbitraire, on compare l'activité enzymatique des citrates synthase. Qu'est-ce qu'on trouve? L'activité susceptive chez les gens qui pratiquent le sport, elle est très élevée par rapport les personnes, celles qui ne pratiquent pas le sport. Même chose pour le taux d'oxydation, et on exprime ça, augmentation de l'activité de la citrate synthase et le taux d'oxydation des cellules de Krebs chez les personnes qui pratiquent de l'activité physique par rapport aux personnes qui ne pratiquent pas de l'activité physique, une augmentation de ces activités. Donc, on déduit que la pratique des activités physiques, la pratique des activités physiques chez les malades de sarcopénie, qu'est-ce qu'il permet? Active le fonctionnement de la chaîne respiratoire, ce qui permet aux cellules musculaires d'augmenter leur production d'ATP. Et voilà, chers élèves, on termine le premier exercice de la deuxième partie portant sur le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Donc, je vous invite à bien s'entraîner ce genre de questions en revenant sur les examens des années précédentes. Je vous souhaite bonne chance et merci pour votre attention.